Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité alsacienne, émission évidemment en partie consacrée à la disparition ce week-end de Tommy Ungerer, la directrice du musée Tommy Ungerer sera avec nous, et un documentaire à suivre également à la fin de cette heure consacré à l'illustrateur alsacien. On va parler sport aussi évidemment comme chaque lundi, on parlera football notamment avec le derby de National 2 entre le Sporting Schildkheim et Haguenau, volleyball aussi avec les filles de Mulhouse, le choc contre Cannes avant le match de Coupe d'Europe, beaucoup de choses au programme, ce sera avec Marine Zis tout à l'heure, et puis bien sûr une page gastronomie, Nicolas Riffel sur les routes d'Alsace, côté cuisine du côté de Rouffach notamment, sur un indémodable de la région, Philippe Borer dans le Haut-Rhin. Tout ça au menu de ces 60 prochaines minutes. Mais on commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT nous reviendrons bien sûr sur la disparition de Tommy Ungerer samedi à l'âge de 87 ans. Ses obsèques auront lieu demain en Irlande. Journée de mobilisation pour les auto-écoles contre l'ubérisation de leur profession. En cause, un rapport parlementaire qui pourrait les menacer. Et puis, si vous voulez percer quelques-uns des secrets de la Grèce antique, direction le musée Adolphe Michaelis dans les sous-sols du palais universitaire de Strasbourg. Il était probablement l'Alsacien le plus connu au monde. Tommy Ungerer nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi à Cork, en Irlande. Le dessinateur, illustrateur et auteur alsacien s'est éteint à 87 ans. Il laisse derrière lui une œuvre inestimable de plusieurs milliers de dessins et de livres. Souvent connu pour ses ouvrages pour enfants, il était l'auteur également de très nombreux dessins politiques et satiriques. Une partie de son travail est visible au musée qui lui est consacré à Strasbourg depuis 2007. Tommy Ungerer est d'ailleurs un des rares artistes à avoir eu un musée de son vivant. Et s'il était parfois moins reconnu en France qu'à l'étranger, il avait reçu en octobre 2018 ses insignes de commandeur de la Légion d'honneur. C'était des mains du président de la République Emmanuel Macron. Et je vous propose maintenant d'écouter quelques mots de Tommy Ungerer. Il évoquait ses livres pour enfants lors de la dernière interview que nous avions faite avec lui. C'était il y a quelques mois. J'ai toujours pris plaisir à répondre aux questions des enfants, parce qu'il y a encore un élément d'innocence et ça vient d'un esprit qui n'a pas encore été trafiqué par les adultes. Il y a là à la base, dans le fond, une intelligence encore qui est encore dans sa pureté. Alors que ces obsèques se tiendront demain en Irlande, une cérémonie en hommage lui sera rendue à la cathédrale de Strasbourg ce vendredi à 10h. En attendant, les témoignages se multiplient. Parmi les anonymes, par exemple, un livre d'or a été ouvert au musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Et puis des hommages aussi parmi ceux qui l'ont côtoyé. On écoute un de ses amis, Dominique Formels. C'est aujourd'hui l'Alsacien le plus connu dans le monde. C'est le seul Alsacien qui a fait une carrière internationale. Ses livres sont traduits dans une quarantaine de langues, y compris en chinois. Je l'ai encore vu il y a quelques semaines. Nous étions chez lui et il nous a montré tous ses projets, toutes les planches des futurs livres qu'il souhaitait sortir et qui vont certainement en partie sortir parce que des choses étaient terminées. Mais il avait un nombre de projets absolument incroyables avec un nouveau livre qu'il voulait sortir qui s'appelait Les mal partis. C'est tous ceux qui partaient mal dans la vie, mais qui finalement réussissaient. Et Tommy considérait qu'il était lui aussi un mal parti. Mais finalement, il a eu une vie extraordinaire. Il a eu des vies extraordinaires, Tommy. Dans le reste de l'actualité, entre 4000 et 4500 voitures d'auto-école se sont retrouvées à Paris ce matin pour protester contre la réforme du permis de conduire. Parmi elles, nombreuses étaient celles venues d'Alsace. Pas d'opération escargot donc dans la région, mais des inquiétudes sont bien présentes chez les professionnels de la conduite. En novembre dernier, Emmanuel Macron avait promis de baisser drastiquement le coût du permis pour permettre aux jeunes d'avoir le permis plus vite et moins cher. Un rapport parlementaire a été remis dans ce sens au Premier ministre, mais son contenu inquiète les auto-écoles. Adeline Piron. Passer le code et le permis, ça fait souvent partie du passage à l'âge adulte. Mais cet événement a un coût, 1 800 à 2 000 € en moyenne en Alsace. Le rapport parlementaire propose donc de le baisser, mais pour la profession déjà impactée par le prix élevé du carburant, le coût du permis est incompressible. Certains prennent le permis de conduire comme un bien de consommation. Donc ce n'est pas un bien de consommation. On ne vend pas des leçons, on vient recevoir un enseignement
Et cet enseignement a un coût incompressible. Alors le schéma de la plateforme, le schéma de l'Internet, pour moi, ce ne sont pas des solutions pérennes. L'intérêt de passer son code en salle, en collectif, c'est qu'il y ait un échange de vécu de certains. Et là, c'est un enrichissement, c'est pas juste mettre des croix A sur B ou sur C, c'est pas du bachotage. Car pour baisser le coût du permis, le rapport préconise notamment de s'entraîner au code via des plateformes numériques et la fin de l'obligation d'avoir un local pour les auto-écoles. Les candidats pourraient aussi s'inscrire en candidat libre pour le passage du permis. Moniteurs et inspecteurs parlent d'ubérisation du métier et craignent une dégradation de la qualité de leur travail. Et cela pourrait avoir des conséquences sur la sécurité routière. Les accidents de la route sont en effet la première cause de mortalité chez les jeunes. C'est en fonction des élèves que va se jouer le prix d'un permis. C'est pas en fonction, ça sert à rien de faire juste 20 heures si l'élève n'a pas de niveau. On parle de sécurité routière, on nous dit qu'on veut des bons chiffres, on nous apprend à faire une profession d'une très bonne façon. Et donc d'un autre côté, on dit non, on cherche juste le prix. C'est pas logique, il n'y a pas de sécurité. Moi je trouve que si on veut parler de chiffres de sécurité routière et si on veut que ça tienne la route, il faut vraiment arrêter de dire le prix, il n'y a que ça dans une formation. Moi je trouve que ce n'est pas le cas. C'est demain que le rapport remis au Premier ministre début février doit être dévoilé. La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gouraud, était en visite à Strasbourg aujourd'hui. Après une première étape à l'ENA ce matin, elle s'est ensuite rendue à l'INET, l'Institut national des études territoriales, dans l'après-midi. L'occasion de s'entretenir avec les futurs administrateurs territoriaux. Un échange où la réforme de la fonction publique ou encore la relation entre l'État et les collectivités territoriales était à l'ordre du jour. La ministre a aussi évoqué la question de la différenciation, soit comment permettre aux territoires d'exercer des compétences selon leurs besoins. On écoute tout de suite Jacqueline Gouraud, elle est au micro de Fanny Kunz. Depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les collectivités territoriales. Il y en aura peut-être encore, mais à mon avis à la marge. Mais en même temps, on voit à travers les événements qui ont lieu en ce moment que, y compris les collectivités territoriales, des fois demandent à ce qu'on revienne sur certains aspects du fonctionnement des collectivités territoriales. Sur le sujet de l'Alsace, j'ai été missionnée par le Premier ministre pour accompagner les élus alsaciens dans leurs projets. Et nous appliquerons, je dirais, cette volonté commune dans le projet de loi. Direction la Grèce antique à présent, et pas besoin d'avion pour cela, il vous suffit de descendre quelques marches dans les sous-sols du palais universitaire à Strasbourg. Ces marches, elles mènent au musée Adolphe Michaelis, et dès mercredi, vous pourrez y découvrir l'exposition Clérothérion. Alors qu'est-ce que c'est? Réponse avec Camille Roland. Dans le sous-sol du palais universitaire se cachent des trésors de la Grèce antique. En suivant un des couloirs du musée Adolphe Michaelis, on peut y découvrir une étonnante machine, un clérothérion. Ce dispositif était utilisé pour tirer au sort des citoyens au temps de la démocratie athénienne. L'idée, en fait, avec l'avènement de la démocratie et l'extension du tirage au sort, c'est-à-dire de permettre au plus grand nombre de citoyens de participer à la vie publique et d'avoir chacun une chance égale de participation à la vie publique, a rendu nécessaire, en fait, l'élaboration d'une machine qui permette à la fois de trier les citoyens pour garantir une sélection vraiment aléatoire, donc les trier dans un premier temps, et ensuite procéder à un tirage au sort qui soit complètement aléatoire. Et l'autre aspect important, c'est que la disposition sous forme de stèle de cette machine rendait visible l'intégralité du processus. Donc il était fait au vu de tous. Les travaux sur le clérothérion ne datent pas d'hier. Ils s'inscrivent dans une lignée de recherche qui remonte aux années 30. Cette reproduction est une hypothèse élaborée à partir d'études sur des vestiges archéologiques. Elle a été reconstituée en pierre par robosculpteur il y a 2 ans. Et les chercheurs se sont inspirés d'un texte d'Aristote, la Constitution des Athéniens, pour en comprendre son fonctionnement. Elle était dotée d'un certain nombre d'accessoires, comme on peut le voir donc, derrière nous. Donc, il y a un tube
dans lequel s'écoulaient des sorts qu'on extrayait de façon échelonnée pour sélectionner les tablettes des citoyens qui avaient été insérés au préalable dans les rainures qu'on observe sur la machine et qui permettaient donc de sélectionner une ligne après l'autre. Cette exposition est l'occasion pour le musée Adolphe Michaelis de ressortir une trentaine de moulages de sculptures antiques et d'objets de l'époque. Le point commun entre le Chlorotérion et les moulages de la collection du musée Adolphe Michaelis, c'est la démocratie athénienne. Il y a plusieurs thématiques dans l'exposition. La première thématique est la notion de citoyenneté et de citoyen. Qui a ce statut, comment on l'acquiert, quels sont les avantages et les inconvénients entre guillemets. Ensuite, la deuxième thématique, ce sont les lieux de rassemblement, puisque les citoyens ont l'opportunité de pouvoir prendre part aux actions de la cité, mais aussi de l'acropole, donc l'espace religieux. Ensuite, on a la partie politique, bien sûr, où là sont présentées différentes personnalités politiques qui étaient pour ou contre la démocratie athénienne. Ainsi, grâce à ces copies d'œuvres de sculptures antiques, autrefois étudiées par des étudiants du palais universitaire, les visiteurs peuvent découvrir aujourd'hui différents aspects de la démocratie athénienne. Et place à l'image du jour, elle est signée d'Olivienne. Un label à suivre pour défendre le textile alsacien. La marque Alsace lance une campagne pour vous inciter à choisir les producteurs de notre région pour des dizaines de produits du quotidien. Du linge de maison, bien sûr, mais aussi des objets plus surprenants, comme les drapeaux des supporters, des décorations murales et des hamacs sur mesure, et bien sûr les célèbres chaussettes. Alors soutenez Alsace, terre textile. Merci beaucoup Anna pour ces infos et pour ce JT de ce lundi. On va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Marine Zis, qui en parlera sport, comme chaque lundi. Thérèse Villers, la directrice du musée Ungerer. On va évidemment parler très largement de la disparition de Tom Ungerer. Et Quentin Bure du FR Agno. Ça sera pour la partie football et sport tout à l'heure. Tout ça, c'est le programme des 40 prochaines minutes. On commence bien sûr par la météo de Célia. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un excellent début de semaine. On se retrouve pour votre météo du mardi 12 février déjà. Regardons ce que nous réserve le temps et en ce mardi matin, pas mal de nuages prévus sur l'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que dans le nord de la Suisse. Ce sera également couvert sur le Haut-Rhin et du côté de Saverne. Un grand soleil prévu par contre du côté de Wissembourg ou encore de Strasbourg. Les températures quant à elles sont en baisse en ce mardi matin, plutôt froides. Restez bien couverts, moins 2 degrés du côté de Saverne, moins 1 degré pour Wissembourg, pour Colmar ou encore pour Mulhouse, 0 degré la maximale du territoire alsacien, ce sera pour Strasbourg. Mardi après-midi, le temps reste plutôt stable par rapport à la matinée, toujours un grand soleil prévu dans le nord du côté de Sarre-Union ou encore Saverne. Le temps reste nuageux sur le reste du territoire et beaucoup plus nuageux notamment du côté de Colmar, de Karlsruhe ou encore de Fribourg. Pas mal de passages d'éclaircies sur le reste du territoire. Les températures, quant à elles, en ce mardi après-midi, comptez 6 degrés du côté de Wissembourg ou encore de Saverne, 7 degrés de Strasbourg à Mulhouse en passant par Colmar, 8 degrés la maximale du territoire transfrontalier, ce sera pour Bâle. Un petit coup d'œil sur vos prévisions de mercredi maintenant et le grand retour du soleil qu'on n'attendait plus, 9 degrés de moyenne haute pour l'Alsace, entre 9 et 10 degrés de moyenne haute également pour la région du Bade-Wurtemberg, 9 degrés toujours pour le nord de la Suisse et un grand soleil comme je le disais. Mardi, nous serons donc le 12 février, nous fêterons tous les Félix. Le soleil se lèvera à 7h42 pour se recoucher à 17h44 et on gagne encore 3 minutes de soleil. Je souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à très vite, salut! Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et on revient bien sûr ce lundi sur la disparition de Tommy Ungerer, l'illustrateur alsacien qui nous a quittés ce week-end. Bonjour Thérèse Villers. Bonjour. Vous dirigez le musée Tommy Ungerer à Strasbourg, inauguré il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant. Il accueille ce musée. Alors j'ai presque vérifié parce que j'ai eu un doute au départ. 14 000 dessins, croquis, esquisses de l'artiste alsacien. C'est une collection monumentale. Oui, c'est une collection formidable que Tommy Ungerer avait commencé à donner à la ville de Strasbourg depuis 1975.
Donc ça remonte à il y a longtemps. Et au fil des années, il a enrichi ses donations et aujourd'hui, on conserve un fonds de 14 000 dessins originaux. Ça a été un artiste extraordinairement prolifique. On a une idée, une estimation de l'ensemble de sa production. On parle de 30 000, 40 000 pièces. C'est toujours difficile d'estimer la production d'un dessinateur parce qu'un dessinateur, ça dessine vite, ça dessine rapidement, ça dessine beaucoup. Il y a des esquisses, des croquis préparatoires, mais on estime à 30 à 40 000 dessins qu'il a produit. C'est un artiste, alors que vous le disiez, qui vivait à l'étranger, qui avait d'ailleurs quitté très jeune l'Alsace. Il était né entre les deux guerres. Il voyage beaucoup dans sa jeunesse. Il part aux États-Unis au milieu des années 50. C'est d'où lui venait. On a une idée de cette bougeotte qu'il a eu, de ce goût pour le voyage. Mais je crois qu'il avait le goût de l'aventure déjà. Il est né donc en 1931 à Strasbourg. Ensuite, il a même fait son service militaire en Algérie à l'époque. C'était déjà le goût de l'aventure. Il est parti une première fois à New York en 1956. Une seconde fois, il s'est installé en 1957. Ensuite, il est reparti pour le Canada, en Nouvelle-Écosse. Et ensuite, il s'est installé définitivement en Irlande, où il est mort. Un des paradoxes de sa carrière, c'est qu'il est peut-être davantage connu, alors il est très connu en Alsace, mais peut-être davantage connu aux États-Unis et dans d'autres pays qu'en France. Alors en France, il est connu pour ses livres pour enfants. Tout le monde connaît Les Trois Brigands, Jean de la Lune, voilà. C'est toujours le décalage entre nous, Alsaciens, et le reste de la France. On a du mal effectivement parfois à percevoir ça. Mais l'ensemble de son œuvre, je dirais qu'elle est effectivement davantage connue à l'étranger, et notamment dans les pays germanophones, notamment en Allemagne, en Suisse, en Autriche, aussi aux États-Unis bien sûr, puisqu'il y a vécu. Et c'est en partie dû au fait que son éditeur principal est Diogenes Verlag à Zurich. Donc tous ses livres ont souvent été d'abord édités en allemand. De sa période new-yorkaise, pour revenir sur celle-là, sa période américaine, il y a ce dessin notamment qui est très connu, enfin ici en tout cas, Black Power, White Power, qu'on va voir dans un instant. C'est une époque où il est extrêmement engagé politiquement. Enfin, c'est une époque difficile en plus aux États-Unis, l'après-Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Tommy Ungerer était un homme très engagé aussi de par l'expérience qu'il a eue de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, qu'il a donc vécu quand il était jeune en Alsace. Et ça a forgé chez lui vraiment une haine de l'injustice, de l'intolérance, de toutes les formes de totalitarisme, de la ségrégation raciale. D'où cette affiche extraordinaire qui est devenue, on peut dire, presque une icône du dessin politique, Black Power, White Power. Son engagement politique, d'ailleurs, lui vaut des ennuis. Enfin, il est inquiété par le FBI, il a du succès d'un côté, mais il n'a pas forcément bonne presse. Il est très loin de faire l'unanimité. Oui, il a été inquiété. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est parti ensuite, en 1971, au Canada. Un autre versant complètement différent de son travail, c'est tous ces dessins érotiques, SM. Pareil, c'est presque iconoclaste à l'époque. Oui, surtout aux États-Unis. Cela dit, New York, on sait bien que ce n'est pas les États-Unis, donc il y avait une certaine liberté. Mais cela dit, ça a quand même empêché les bibliothèques américaines à un moment donné d'acquérir les livres pour enfants de Tommy Ungerer, parce qu'on ne comprenait pas comment un artiste puisse à la fois s'intéresser au domaine pour les enfants, s'adresser aux enfants et s'adresser à des adultes avertis. C'est peut-être le travail le plus universel, enfin qui lui vaut la plus grande notoriété en France, c'est ces livres pour enfants, où on a une sensibilité, alors comme vous disiez, qui paraît presque incongru, presque en décalage avec le dessin engagé, avec le dessin érotique. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît presque inimaginable. Mais cela dit, les livres pour enfants sont toujours à plusieurs niveaux de lecture. Même les livres pour enfants de Tommy Ungerer sont subversifs et portent des messages. Quel rapport est-ce qu'il avait avec l'Alsace ? Il est né ici. Est-ce qu'on pouvait percevoir ça dans ses illustrations ? Alors, le rapport à l'Alsace était assez ambivalent. Né en Alsace, parti quand même faire sa vie, sa carrière ailleurs, mais il n'a jamais... il a toujours regretté l'Alsace, il n'a jamais rompu ses racines avec l'Alsace, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans ses illustrations. Il y a en Alsace un certain goût pour
l'autodérision. Et Tommy Ungerer avait ce goût. Il est issu d'une famille un peu particulière, de tradition horlogère. Son père s'occupait de l'horloge de la cathédrale de Strasbourg. Il dessinait aussi, d'ailleurs, ils ont un trait de dessin presque commun, alors qu'il l'a quasiment pas connu. Son père meurt très jeune. Il lui a d'ailleurs dédié entre autres cet album, Tommy Ungerer, de père en fils. Il y a une filiation, il y a une histoire familiale derrière le personnage aussi. Oui, bien sûr, il y a une filiation. La dynastie des Ungerer qui s'est attachée à l'horloge astronomique, travailler à l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, puis aux horloges. La firme Ungerer était connue pour cela, et le goût pour le dessin existait. D'abord le dessin technique, on va dire, mais aussi pour le dessin d'observation, dessin d'après nature, le dessin de fiction, puisque le père de Tommy Ungerer, Théodore, était un excellent dessinateur. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va rester aujourd'hui de son travail? 30 000, 40 000 pièces, un musée à Strasbourg, ces livres pour enfants, forcément, j'ai envie de dire, sont indémodables, ça va rester. Qu'est-ce qui peut rester aujourd'hui de son travail, de son œuvre? Mais je crois que c'est une œuvre qui reste absolument moderne. Même les livres pour enfants qui ont été créés dans les années 1960 sont toujours lus aujourd'hui, sont restés modernes. Les messages sont les mêmes, sont des messages de liberté, de tolérance. Je crois que c'est ça qui va rester de Tommy Ungerer et de son œuvre. Merci beaucoup Thérèse Villard d'être venue témoigner sur ce plateau ce soir et nous apporter tous ces éclairages sur ce personnage. On rappelle que ces obsèques auront lieu demain, mardi en Irlande, mais qu'une messe sera célébrée en la cathédrale de Strasbourg ce vendredi, que vous retrouverez à la fin de cette émission à l'heure pile le documentaire Trait pour trait que nous lui avions consacré en 2007 avec Philippe Poirier. Merci beaucoup Thérèse Villard. On va parler sport et football avec Marine Zis et Quentin Bure dans un instant, juste après cette page de pub. À tout de suite. Et c'est l'heure du sport sur Alsace 20 comme chaque lundi, c'est Top Sport et c'est avec Marine Zis. Et au programme aujourd'hui, du volley, du hand, des nouvelles très fraîches de la SIG aussi. Et puis on vous fera découvrir la capoeira. Et on parlera bien sûr foot ce soir avec notre invité Quentin Bure qui vient d'Agno. On va revenir sur le derby de ce week-end. Et puis ce sera tout à l'heure Mathieu. D'abord on commence avec le tennis. On commence avec le tennis, c'est le très beau début d'année de Pierre Gerber. Regardez, ça se passait du côté de Montpellier. L'Alsacien qui est arrivé en finale pour la deuxième fois de sa carrière d'un tournoi ATP. Finale alors compliqué contre Joe-Wilfried Tsonga, le gros joueur français sur le retour, mais il avait avant ça enchaîné les perfs contre Shapovalov, le Canadien, en quart, puis contre Thomas Berdych en demi-finale. Il s'incline 6-4, 6-2 en finale, Pierre Gerber, mais l'Alsacien est ce matin au plus haut niveau de sa carrière à 27 ans. Il est aujourd'hui 36e joueur mondial grâce à cette belle semaine montpelliéraine. Il avait déjà fait une chouette tournée en Australie en début d'année, 36e joueur mondial donc, et il va enchaîner direction Rotterdam. Pour lui, ça va être un peu compliqué. Tête de série numéro 1 au menu, le japonais Kei Nishikori. Ce sera demain, Marine. On enchaîne avec le volley. C'était un gros choc ce week-end au Palais des Sports. Mulhouse, la SPTT Mulhouse contre Cannes, les premières contre les deuxièmes. Un Palais des Sports plein et puis en mode disco. Regardez ces images avec le speaker notamment qui était déguisé pour l'occasion. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Le début du match est quasiment parfait pour les Mulhousiennes qui font très mal aux Cannoises. Cannes qui a débuté ce match avec 3 blessés, mais bon, ça reste quand même une belle équipe de Cannes. Elles font tellement mal que le premier set est remporté 25-11. C'est reparti sur la même lancée dans le deuxième set. Mulhouse est devant 10-6, puis 16-10. Mais Cannes refait surface. La SPTT se relâche. Mais heureusement, elles sont soutenues par le public dans ce palais qui est plein. Et puis elles remportent le deuxième set 27-25. Cannes reste dangereux dans le dernier set. Égalité 8-8. Mais Mulhouse passe devant. Cannes n'est toujours pas très loin, 2 points seulement d'écart. Mulhouse remporte le troisième set 25-17 et donc ce match 3-0, de quoi ravir l'entraîneur Magali Magaille. Ça fait chaud au cœur de voir le Palais des Sports plein à craquer. En début de semaine en Italie, on a fait un non-match. C'était important pour nous de retrouver notre niveau de jeu, retrouver notre état d'esprit. Donc voilà, c'est sûr qu'on a gagné 3-0 face à Cannes, mais face à Cannes
diminuer. Donc voilà, il faut rester humble et savoir qu'on a battu Cannes avec beaucoup de blessés. Mulhouse qui conforte donc sa place de leader, qui laisse donc Cannes à 6 points derrière elle. Et Mulhouse qui a un gros match cette semaine, ce sera jeudi en Coupe d'Europe contre le club italien de Busto Arsizio. Écoutez l'état d'esprit dans lequel part la SPTT Mulhouse, c'est Léa Solner qui nous en parle. Avec une telle énergie, peut-être qu'on peut espérer un petit exploit et faire un gros match jeudi soir. Donc je pense qu'il faut jouer libéré. Voilà. On n'a rien à perdre, on a une très belle équipe qui va venir. Si on a du monde et un beau palais des sports, il faut juste prendre du plaisir et s'éclater. Allez, on va parler football dans un instant avec le derby Haguenau-Schiltigheim et notre invité Quentin Bure et puis le match du Racing évidemment de ce week-end. Avant ça, une page handball, on s'est penché sur le cas du Célestat Alsace Handball qui avait raté, vous vous en souvenez peut-être, la montée pour un petit but parmi l'élite l'an dernier. Ils avaient plutôt bien démarré cette saison avec des ambitions, 3 victoires consécutives et depuis le trou noir, 11 matchs sans victoire pour les Violets qui du coup commençaient à regarder vers le bas et à voir leur maintien en deuxième division menacé. Ils recevaient Limoges ce vendredi, on allait se pencher du coup sur ce qui arrivait au club barinois. Et bien regardez, ils recevaient Limoges en blanc qui est un candidat au play-off, pas l'idéal en plus pour se relancer, d'autant plus que les visiteurs rentrent plutôt bien dans le match et vont mener au score durant la première mi-temps. Et puis du côté violet, on a parfois un peu le syndrome main qui tremble un peu la poisse, la barre une fois, la barre 2 fois, il y a des soirs comme ça où le public pourtant nombreux pouvait trembler. Célestat qui est comme dans le coup, qui est mené à la mi-temps mais d'un petit but, rien n'est fait, d'autant que les violets prennent les devants en deuxième mi-temps, ça va beaucoup mieux. Mais dans les toutes dernières minutes, Limoges recolle et on va avoir une fin de match complètement dingue. Déjà à 1 minute de la fin, pour la première fois de la deuxième mi-temps, c'est Limoges qui passe devant 27-26. Il reste 60 secondes à jouer. Ça se complique. Il faut égaliser absolument sur ce ballon. À 30 secondes de la fin, il faut prendre ses responsabilités. Kosta Savic arrache l'égalisation. Il reste 20 secondes à jouer. 10 secondes même après ce temps mort de Limoges. 27 partout. Limoges a la balle de match pour enfoncer encore un petit peu plus les violets. Et là, le petit miracle, l'interception de Gabriel Niembo qui file le long de la touche. Il reste 1 seconde, 2 secondes. Et la lucarne, et Célestat qui arrache la victoire, qui a cru s'incliner et qui arrache la victoire au buzzer in extremis. Le héros de la soirée, c'est Gabriel Niembo. Une victoire 28-27 qui met donc fin à une série de plus de 3 mois et de 11 matchs sans victoire. Gros soulagement, en tout cas du côté du CSI, où il y avait encore du monde pour soutenir les violets. Écoutez le héros du jour, Gabriel Niembo. Ça fait énormément de bien. Après, je sais pas, 11 matchs sans victoire, ça, franchement, c'est une délivrance totale. Pour nous les joueurs, pour le staff entier, pour le public qui nous encourage, pour toute la salle, pour toute la ville, c'est énorme, c'est un grand soulagement. Il faut féliciter les joueurs, ils viennent de vivre 3 mois compliqués, mais je crois que l'équipe a toujours fait front, l'équipe a toujours voulu chercher des solutions, l'équipe travaille bien, l'équipe a un bel état d'esprit, c'est aussi quelque chose de bien pour le public qui ne nous a pas lâchés malgré la série. Et puis finalement, il n'y a rien de plus beau qu'un scénario comme ça, enfin, surtout quand ça retombe de notre côté, mais voilà, je trouve que c'était un beau moment de sport. Ouf de soulagement du côté de Célestat. Strasbourg-Schiltigheim a concédé le nul à domicile contre Nice. Du coup, les deux clubs alsaciens se retrouvent ce vendredi pour le derby. Ils sont à égalité au classement. Le derby, c'est à Célestat. Strasbourg-Schiltigheim, c'est ce vendredi 20h30, Marine. On continue avec du football et notre invité ce soir, Quentin Bure, milieu de terrain du FR Haguenau. On va parler de votre saison, vous êtes promu en National 2, mais juste avant ça, on va revenir sur le derby de ce week-end, Mathieu. Ouais, il y avait de la revanche dans l'air parce que Haguenau s'était incliné à domicile, c'était en tout début de saison face au Sporting, le Sporting Club de Schiltigheim ambitieux, qui rêve toujours de rejoindre le National et de monter. Regardez, ça se passait ce samedi après-midi au Stade de l'Art. Il faisait doux, il faisait beau, tout allait bien. Les premières occasions en première mi-temps sont plutôt chilicoises, mais ça ne trouve pas le cadre. Et le gros fait de jeu, c'est là dans la surface, la main sur ce ballon qui allait être servi. Abdoulaye Cissé qui récolte un deuxième carton jaune qui est expulsé et pénalty, la double peine. Weisbeck lui se pose pas de questions, 41e. 1-0 pour Haguenau qui mène donc à la pause en deuxième mi-temps. Chilik en infériorité donc va faire l'effort pour revenir. La parade des BD, mais le ballon qui va mourir sur le poteau et Benjamin Gengini qui reprend et qui égalise. Joie de courte durée sur le corner, le ballon dévié 2 fois par 2 Haguenoviens et Haguenau reprend l'avantage 2-1. Les Schiltigheim qui n'a pas encore retiré ses espoirs de monter, même si le retard sur les premiers commence à être conséquent. Chilik lâche tout, ils sont menés 2-1 les Verts du Sporting, la nouvelle tête, la nouvelle parade des BD et à nouveau Benjamin Gengini en renard des surfaces, le capitaine chilikois qui égalise. Même cause, mêmes effets, corner Haguenau et 3e but pour les Haguenoviens
qui reprennent l'avantage. Le derby devient complètement fou. Il reste 10 minutes à jouer. Et alors là, le football, c'est dingue. Parfois, la parade, la barre, la reprise sur le poteau. Et dans la continuité, le contre Agno vient mener à 100 à l'heure. On était à 2 doigts du 3-3. Et Jézy qui donne la victoire et le but du break. 4-2 pour Haguenau. Derby complètement fou, Quentin. Ce qui est dingue, c'est cette dernière occasion où le but est quasiment vide. J'ai oublié le nom du joueur du Sporting qui la met sur le poteau. Vous marquez derrière. C'était un sacré derby. Effectivement, on pouvait arriver à 3-3 et sur la même occasion, on a la chance de marquer en contre-attaque et de pouvoir passer au 4-2. Donc de 3-3 à 4-2, ça change tout pour nous. Il y avait un petit sentiment de revanche après la défaite du match aller. Bon, c'était en début de saison, évidemment. Vous êtes promu, le Sporting veut monter. Ça reste une vraie perf de s'imposer à Chilik. Effectivement, on n'a pas les mêmes ambitions qu'eux. Après, c'est une performance pour nous, surtout que c'est un derby. C'est le derby alsacien, donc on est très content de l'avoir gagné. On avait perdu au match aller 1-0, donc sur le plus petit des scores. On était un peu déçus. Donc là, on a réussi à prendre notre revanche et on était très heureux samedi soir. C'est la 3e victoire consécutive. Là, vous êtes sur une bonne dynamique pour un promu en plus. On a eu un début de saison difficile, même très difficile. On a eu 1 point en 4 matchs dans les 4 premiers matchs, donc c'était compliqué. Là, on se remet bien. Bon, c'est habituel à Haguenau, on va dire. Nos débuts de saison sont toujours un peu compliqués. Mais là, on est bien. On a trouvé notre rythme de croisière, j'ai envie de dire. Du coup, j'espère que ça va durer et enchaîner une 4e victoire ce week-end tout de suite. Il y a des joueurs d'expérience ou certains comme vous qui sont passés par des centres de formation ou des noms bien connus de la région. On pense à Marco Rosenfelder, à Gaëtan Weisbeck, à Jean Lafanchon qui a joué au Racing même en pro. C'est quoi cette équipe? C'est une alchimie un petit peu de tout ça, de joueurs qui ont tutoyé le haut niveau, qui n'ont pas forcément percé, et puis de joueurs qui ont plus la culture entre guillemets amateur. C'est exactement ça, c'est une bonne alchimie entre des joueurs qui viennent de la région du Cru, des joueurs qui ont été formés à Haguenau. On est pas mal de joueurs que vous avez cités aussi à être formés à Haguenau, Marco Rosenfelder, Gaëtan Weisbeck, moi-même on était formés à Haguenau. Donc c'est une force, on a une identité, on a une âme club et c'est ce qui fait notre force sur le terrain, c'est que chacun on se bat les uns pour les autres et à ça il y a des joueurs d'expérience qui sont venus apporter leur vécu comme Jean-Alain Fanchon qui c'est pas négligeable. Quand vous voyez votre coéquipier Gaëtan Weisbeck qui a été recruté par le FC Sochaux là, en cours de saison, alors, du coup il est prêté, il finit la saison évidemment, il finit la saison avec vous, il rejoindra Sochaux en fin de saison. Ça, quand on a 22-23 ans, ça montre que c'est encore possible, qu'il peut y avoir qu'on n'a pas forcément un parcours linéaire, centre de formation, monde pro, ça donne des idées. C'est un championnat vraiment intermédiaire à ce niveau-là. Oui, c'est la beauté du sport aussi. C'est si on n'a pas signé pro étant jeune, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il faut continuer à travailler. Gaëtan l'a très bien fait. Il travaille très bien. Il est récompensé pour son travail. Donc on a eu la chance qu'il soit prêté pour la fin de saison, qu'il puisse finir la saison avec nous. Donc ça, c'est positif pour le club et pour l'équipe. Et ensuite, il ira faire ses armes à Sochaux en espérant que ça réussisse pour lui. Est-ce que vous espérez peut-être... dans un petit coin de votre tête, la même chose que lui? Est-ce que c'est envisageable? On espère toujours ça dans un petit coin de notre tête, c'est vrai. Après, j'ai 2 ans de plus que lui, donc je ne me mets pas forcément de pression à ce niveau-là. Là, en ce moment, je prends du plaisir à Haguenau, je joue. Donc, si en fin de saison, il y a une opportunité qui se propose à moi, pourquoi pas, j'hésiterai pas. Mais pour l'instant, je suis concentré sur la fin de saison à Haguenau et j'essaye de ne pas me mettre de pression par rapport à ça. C'est un championnat vraiment particulier, le National 2, parce qu'il y a des réserves de clubs pro. Vous êtes avec la réserve de Lille, la réserve de Reims. Alors c'est que selon les week-ends, on peut croiser de sacrés clients en face. Il y a des clubs qui arrivent, comme vous d'ailleurs, où le club a une culture amateur. On tutoie des clubs qui descendent du monde pro. C'est vraiment un championnat assez particulier. C'est ce qu'on dit exactement. Le National 3, on va dire que c'est le plus haut niveau amateur et le National 2, c'est le plus bas niveau professionnel. Donc on arrive à ce niveau-là. Nous, on est encore très amateur. On y travaille pour se professionnaliser. Mais c'est un niveau certes compliqué parce qu'il y a des équipes aguerries, les équipes parisiennes sont compliquées à jouer, il y a les centres de formation où parfois il y a des descentes de joueurs professionnels, donc c'est aussi compliqué. Mais sinon, c'est un niveau très intéressant pour les joueurs et pour une ville comme Haguenau, c'est un niveau où il faut réussir à rester cette année. Comment est-ce qu'on prépare justement des matchs contre des jeunes qui sont en centre de formation? C'est pas forcément le même niveau. Comment est-ce qu'on se prépare à des matchs comme ça? Alors moi j'ai eu la chance de le vivre un peu des 2 côtés, vu que j'étais en centre de formation en équipe réserve. Et du coup en fait il y a une chance et une malchance, c'est que les centres de formation ils sont très jeunes. Donc on peut les avoir à l'expérience on va dire. Mais il y a aussi une malchance, c'est qu'ils sont très vifs, ils s'entraînent 7 à 8 fois par semaine. Donc ils ont l'habitude de jouer ensemble. Cavale, quoi. Ça cavale. C'est ça, c'est un autre rythme, c'est jeune, c'est fougueux, donc il faut réussir à les canaliser.
Vous restez avec nous, Quentin Bure. On va faire un crochet du côté de la Méno. C'était ce samedi soir le Racing qui recevait Angers. Vous avez peut-être suivi ça ce week-end, direction la Méno, avec le Racing qui évidemment était sur un formidable mois de janvier, un formidable début d'année, qui va buter sur cette équipe angevine. C'est Lebo Motiba qui a 2 grosses occasions en tout début de match, mais par 2 fois, l'attaquant du Racing va buter sur le portier angevin Butel. 0-0 à ce moment-là. Et puis juste avant la pause, le petit ballon en arrière, ça s'est bien vu pour la tête de Wilfried Kanga. 1-0 pour Angers à la pause, et rapidement 2-0, le petit ballon de Chakendoy, la petite frappe croisée juste à l'endroit où il fallait, qu'il vient mourir au ras du poteau. 2-0 pour Angers. Le Racing qui revient par Persic en toute fin de rencontre sur cette passe de Kenny Lalam, qui s'incline 2-1. Première défaite en championnat, le Racing qui rétrograde à la 9e place, mais avec un match en moins. Vous voyez, c'est extrêmement serré en milieu de tableau, et le Racing qui va mettre son calendrier à jour ce mercredi. Déplacement compliqué du côté de Saint-Etienne, 19h mercredi, et 2e déplacement consécutif du côté de Caen, dimanche après-midi, 15h. Compliqué aussi ce week-end pour les joueurs de la SIG. Ils jouaient au Palais des Sports Beaublanc. Regardez ces images compliquées, je le disais, parce qu'une grosse défaite, 90-67. La SIG était dans la tourmente. On pensait que ça allait un petit peu mieux après leur victoire contre Cholet en championnat, mais ça n'a pas suffi. Ils ont les visiteurs, Limoges, qui a creusé l'écart en 2e quart-temps tout de suite, et puis la SIG qui s'est retrouvée à -20 à la mi-temps et qui a jamais trouvé les armes en fait pour remonter durant le match. 5e défaite donc en 7 matchs de championnat. Les Sigmen qui réattaquent tout de suite ce soir en Coupe de France contre l'Asvel, c'est à 20h45. Ouais, et la bonne nouvelle du côté de la SIG, c'est l'arrivée de Stéphane Lasme, le joueur gabonais arrivé libre, mais du Panathinaikos. Regardez, on l'avait déjà croisé, Stéphane Lasme. Il était sous le maillot du Galatasaray d'Istanbul lors de cette finale. C'était il y a 3 ans, la finale d'Eurocoupe. Ça, c'est le match retour à Istanbul où la SIG s'était inclinée. Et Stéphane Lasme avait performé. Ouh, là, petit souci d'image, c'est pas grave, hein. C'est un ailier fort en tout cas. Gabonais, 36 ans, qui revient du Panathinaikos, où il a été coupé il y a peu. Il devrait arriver en milieu de semaine. Dans un monde parfait, il pourrait être là pour la Leaders Cup, mais ça risque d'être un petit peu juste. La SIG, effectivement, engagée en Leaders Cup vendredi contre Dijon. Et vous parlez de Coupe de France Marine. La SIG donc joue l'Asvel ce lundi soir. En Gris, le club de Pro B joue Nanterre. Ça, c'est le choc de demain, mais c'est complet d'ores et déjà. Et le 3e club alsacien qui cartonne dans ce début d'année, c'est Souffel-Weiersheim. Souffel, on va en parler dans un instant. Ils reçoivent, eux, Rouen. C'est ce mercredi, 20h au 7 Arpents. Répétition générale, c'était samedi soir en championnat, réception de Sorgues. Regardez ce que ça a donné. Souffel qui est toujours 2e de son championnat avec un fabuleux bilan, 20 victoires, 2 défaites seulement. La dernière, c'était le week-end dernier dans le choc contre Saint-Quentin. Les Souffellois qui ont retrouvé le chemin de la victoire. La réception en face, en rouge, c'est Sorgues. Match sans gros enjeux pour les Souffellois qui attendent la 2e partie de saison avec les phases d'accession. Toujours privé d'Anthony Labanca, l'ancien de la SIG. Il a fallu trouver des solutions au scoring. On a surtout beaucoup fait tourner du côté de Stéphane Eberlin, le coach, en prévision du match de Coupe de France. 2 petits points d'avance pour Souffel à la pause. Un gros éclat, plus 18 pour les Blancs de Souffel en 2e mi-temps. Sorgues qui va revenir, mais sans s'affoler. Et avec toute l'expérience et le calme de cette équipe cette année, ça se termine tranquillement et par une victoire 80-68 pour les hommes de Stéphane Eberlin, qui peuvent désormais se consacrer à leur match de Coupe de France. Ils ont déjà éliminé Gravelines, un club de Pro A. C'était comme une énorme perf pour un club de N1. Ils ont sorti Aix-Maurienne, un club de Pro B au tour précédent. Pour ces 8e de finale, ils reçoivent donc Rouen, un gros morceau de Pro B là encore. Écoutez Stéphane Eberlin, le coach de Souffel. C'est un gros morceau, Rouen, il reste sur 5 victoires en Pro B. C'est une grosse équipe. Ce que j'ai dit aux joueurs, il y a une lucarne. Pour passer, il faut essayer de s'y engouffrer. On a déjà vécu des moments magiques ici, donc pourquoi pas une énième fois. Donc on va préparer ce match à fond et le jouer surtout en donnant tout. La magie de Souffel en Coupe de France, 2007 la victoire, quand il était en National 2 seulement à l'époque, la victoire contre Dijon, club de l'élite à l'époque, d'ailleurs toujours club de l'élite. En tout cas, Souffel-Rouen, 20h, mercredi soir au 7 Arpents. On va quitter le basket Marine, je sais que vous êtes très déçus, mais on va parler capoeira. Oui, ça se passait à Mulhouse ce week-end. Dimanche après-midi avait lieu un championnat de France qui était organisé par un club strasbourgeois. Et le matin, il y a eu un cours qui réunissait toutes les générations. Petite mise dans l'ambiance, regardez. Entra, cabeçada, vai. Isso, para aí na cabeçada. A cabeçada vai puxar a perna da frente para trás. Vous avez reconnu la langue, Quentin ? Le portugais ? Ouais, pas mal. C'est un maître brésilien qui parlait donc portugais durant ce cours-là.
Bref, regardez ces images, c'était parti d'abord pour un échauffement, avec plusieurs mouvements, dont ce mouvement de base qui s'appelle la jing. Et puis alors ils sont presque tous pieds nus, à l'exception de certains qui ont voilà, une chaussure sur deux, parce que forcément le parquet, à force, ça brûle un petit peu. Et puis alors après l'échauffement, tout le monde se met en ronde, et puis c'est le moment où on joue, parce que oui, on joue, on ne s'affronte pas en capoeira. Écoutez les explications. On va jouer on va feinter, on va ruser, on va utiliser la malice pour essayer de surpasser son adversaire, le déséquilibrer, le faire tomber. Tous les coups de pied aussi sont visés, mais pas dans l'objectif de faire mal, de blesser ou de mettre KO. C'est plutôt pour faire tomber, pour déséquilibrer. C'est vraiment un jeu avec son partenaire, un échange plutôt qu'un contre l'autre en fait. Et alors ceux qui ne jouent pas, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font de la musique ou alors ils chantent. Regardez. Chante, quand ceux qui ne jouent pas chantent, il y a différents chants, différentes musiques, différents instruments. Regardez ces images, on voit déjà les gens qui applaudissent quand les capoeiristes jouent, et puis il y en a d'autres qui jouent des instruments. On voit là au premier plan l'instrument qui s'appelle le berimbau, c'est l'instrument principal de la capoeira. Et en fait, c'est lui qui détermine le rythme et le jeu dans la roda. Donc la roda, c'est le jeu des capoeiristes. Et justement, une petite explication, il faut toujours être à l'affût quand on fait de la capoeira parce que la musique rythme le jeu. Il y a des codes, par exemple, par changer. Si je suis en train de jouer Benguela, deux capoeiristes, ils sont en train de jouer. Tout d'un coup, je peux les appeler. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc ils font un tour du monde, on appelle le tour du monde. Et là, on va changer. Donc nous, on dit que le capoeiriste, il doit être attentif à plusieurs choses en même temps. Donc, car tout peut se passer dans le jeu. Donc on peut changer d'un moment à l'autre, changer le rythme, changer la chanson. Quentin, est-ce que vous avez aussi, des fois, ça vous est arrivé de jouer sur le rythme des supporters, des applaudissements ? On est content d'avoir des supporters, donc ça nous pousse, mais de là à jouer sur le rythme, pas tout à fait. C'est un nouveau sport inventé, peut-être un jour. Ces instruments-là. Mais je note que ceux qui ne participent pas à l'action chantent et font la musique. Oui, quand vous serez sur le banc, Marie, vous pourrez éventuellement sortir Je ne suis jamais sur le banc, Mathieu. Ah, c'est vrai, pardon. 5 majeurs, toujours. Capoeira ? Non, c'est fini, capoeira, mais on peut continuer. On peut continuer. Non, on va continuer avec le best-of de ce que vous avez dégoté ce week-end sur les réseaux sociaux alsaciens. Ça s'appelle la crème des réseaux. Ces images un petit peu inédites, ça se passait au Stade de France à Paris. Regardez, c'est tout simplement une course de rallye sur la glace, le Stade de France qui a été un petit peu relooké pour l'occasion. Et puis, alors celui qui s'est illustré durant cette course-là, c'est Sébastien Loeb, l'Alsacien. Et puis à ses côtés aussi, on voit là ici Yann Erlaché, qui ont terminé tous les deux sur le podium. À noter que Sébastien Loeb prendra la direction de la Suède du 14 au 17 février, donc cette semaine tout de suite, pour la deuxième manche du championnat de rallye. Donc voilà, il va enchaîner, il va changer de voiture. Là, c'était des voitures électriques. Il va retrouver sa Hyundai, Mathieu. Ouais, c'est électrique maintenant. Et c'est Olivier Padis et son fils, je crois, qui se sont imposés au Stade de France. Sébastien Loeb, effectivement, était deuxième. On parle mode. Non, pas tout de suite. La mode, c'est pour terminer. On parle d'abord musique avec les joueuses de l'ATH. Donc voilà, il n'y a pas de suspense. Elles revenaient de leur victoire, elles attendaient le train. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on attend le train, qu'on s'ennuie ? On fête la victoire. Écoutez. Allez, Café chante. Non, je rigole. Elles sont très fortes. Il faut quand même. Elles jouent du piano, mais elles sont debout. Non, elles étaient assises. Elles sont surtout en play-off cette année, les filles de la TH, promues en deuxième division. Et pour la première fois, je crois d'ailleurs, un club alsacien se maintient en D2. Coup de chapeau aux filles de la TH promues qui se maintiennent. Mode, Marine. Ça y est, on y vient. Mathieu, je vous attends. J'espère que vous mettrez ça un jour sur vos ongles. Regardez, en tout cas, c'est une fan du Racing. Je ne sais pas si vous avez des fans comme ça chez vous à Agno, Quentin.
On a un fan club, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore fait les ongles. Ah bon, peut-être que ça viendra. En tout cas, c'est assez spécial, mais bon, au moins, ça a le mérite de supporter, elle a le mérite de supporter son équipe. Promettez-moi de les mettre pour le 30 mars pour la finale de la Coupe de la Ligue. Je vais voir ce que je peux faire. Pour la finale. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup Quentin. Prochain match de FRH. Prochain match samedi contre Sainte-Geneviève à domicile. Allez, rendez-vous tous au Parc des Sports pour encourager le FRH. Merci encore à tous. On va prendre la direction des cuisines côté de Roufac avec Nicolas Riffel. Et puis juste après, vous retrouverez le documentaire de Philippe Poirier, Trait pour trait, consacré à Tommy Ungerer, un documentaire qu'on lui avait consacré il y a une dizaine d'années. Voilà, en guise d'hommage à ce grand monsieur de la culture alsacienne qui nous a quittés auparavant. Comme dit, détour par les cuisines. Nicolas Riffel pour le grain de sel du côté de Roufac. Moi, je vous retrouve évidemment demain. Loïs, raconte-moi un peu l'histoire très riche de cet établissement. Oui, donc à la base, c'était un relais de poste, 1660 et des brouettes, je crois, 17e siècle, vraiment. Et il a été transformé, évolué au fil du temps pour devenir donc un cinéma à passer un temps. Donc au début du siècle, c'était un cinéma, c'était même le premier cinéma parlant du Haut-Rhin. Voilà, et puis après, ça a évolué sur la partie hôtelière que vous allez traverser. Et voilà, 2 restaurants, une brasserie, un restaurant gastronomique, et donc du restaurant Boréar. D'accord. Cet hôtel avait un autre nom aussi. Oui, qui s'appelait À la ville de Lyon, tout à fait. Exactement. Alors, à la ville de Lyon, pourquoi? Parce que c'est l'ancienne route de Lyon qui desservait de Strasbourg à Lyon. Alors aujourd'hui, on évolue, on change. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on devient le domaine de Roufac. Voilà, le domaine de Roufac qui se décline en 3 parties. Donc l'hôtel Wellness, là où on est aujourd'hui. Et puis le restaurant Boréar. Et enfin la brasserie Julien, qui est le bistrot de grand-mère. D'accord, voilà. Justement, qu'est-ce qu'on y retrouve au bistrot? Dans le bistrot, on retrouve les traditionnels alsaciens, avec les tartes flambées, la choucroute, et quelques röstis pour le côté middle repas. Ok. Ouais. Et là, on se trouve dans cette fabuleuse salle de petit déjeuner. Oui. Que je kiffe. J'adore. Parce que t'as des petits tableaux super sympas, t'as une vraie petite ambiance, mais d'hostellerie, comme tu dis encore. D'hostellerie, tout à fait. Et maintenant, d'hostellerie. Et qu'est-ce que c'est du ça? Domaine de Roufac. Là, on est sur des établis menuisiers. On aime beaucoup ça ici. On en avait quelques-uns dans la maison, on les a récupérés, vous verrez. Vous allez en retrouver également dans le restaurant. C'est des belles pièces, quoi. Donc Nicolas, je te laisse prendre possession de ta chambre, faire le tour du spa si tu en as envie. On se retrouve tout à l'heure au restaurant. Avec grand plaisir, merci. Donc Nicolas, ce soir, on va faire une petite spécialité de la maison. On va faire une déclinaison autour du homard. Super. Et puis au milieu, je vais intégrer un petit foie gras poêlé aussi spécial Alsace. C'est vrai? Voilà. Ouais. Maintenant, on va voir ce qui se passe en cuisine. Qu'est-ce que tu fais là, Loïs? Je suis également cuisinier. Tu es partout? Mais oui, j'essaye. Non, je suis cuisinier de métier. Ah, pour de vrai? Et oui, pour de vrai. Et grâce à Philippe Boréar, donc j'ai investi également la salle. Voilà. Donc tu fais double casquette? Je fais les deux. Mais tu fais pas double casquette pendant les services et tout? Ça m'arrive parfois. C'est vrai? Oui. Bon, bah, tout à fait. Donc là, Arsène poivre le foie et le sel avant de le poêler tranquillement. Donc pas de graisse sur le foie gras, simplement parce qu'il va lâcher son gras tranquillement. Et la coloration se fait toute seule. Voilà, on va terminer de le monter en température au four. Donc on a rincé la choucroute crue simplement avec de l'eau tiède. On la garde crue, on fait fondre une noisette de beurre. On va y mettre une pointe de miel. Et on va faire tranquillement revenir la choucroute dans le mélange. Voilà, juste la laisser devenir un peu transparente. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va avoir une choucroute qui va devenir aigre douce. Donc en même temps, on a la sauce qui chauffe, donc une petite réduction de vinaigre xérès, une pointe de miel, un tout petit peu de jus de viande. La sauce est réduite, on ajoute les quelques baies de prunelle. On va terminer avec un trait d'huile de citron et on va pouvoir dresser notre plat.
Alors, je ne sais pas si tu sais, mais je suis comtois d'origine. Nul n'est parfait, hein. Et j'ai une petite passion pour les vins du Jura. Mais on va parler d'un vin d'Alsace. Ok? Je vais te faire goûter ça. C'est très particulier. On est sur une complantation de sylvaner et de muscat sur le grand cru Brandstadt, avec 9 mois de fût sans houillage. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de vin, on laisse évaporer sous voile. Donc on fait presque un vin jaune. Et surtout, ne soyez